d'un siècle, le voyage dans le temps aura fait parler de lui dans la littérature, dans le cinéma, les séries TV, les jeux vidéo et j'en passe. Avec les ovnis, les monstres de légende par exemple, c'est un sujet qui ne passe pas inaperçu aux yeux du grand public. Fascinant et jamais moqué, comme si le voyage dans le temps était une quasi-réalité sans pour autant en avoir une seule preuve de son principe de fonctionnement. Et si malgré tout on nous cachait une partie de l'histoire afin de ne pas ébranler un agenda bien ficelé, celui d'une ligne du temps à respecter. Dans cette émission, nous allons parcourir quelques exemples de ce qui pourrait être des preuves que le voyage dans le temps existe bel et bien. Alors accrochez vos ceintures, le décollage risque d'être fortement perturbé. Nous allons commencer par une histoire abracadabrante qui commence en 1998 sur un forum dédié au voyage temporel sur Internet. Tout démarre le 29 juillet 1998 par un internaute sous le pseudonyme Time Traveler 0 et qui va envoyer 2 fax à Art Bell, l'animateur de la célèbre radio américaine dédiée au paranormal Coast to Coast. Au menu, révélation du programme du voyage dans le temps dès 2034 et des divers conflits qui vont ravager le monde que l'on connaît dans les années 2000, avec notamment une guerre nucléaire qui débuterait en 2015. À partir de novembre 2000, Time Traveler 0 va poster sur le forum Time Travel Institute et apparaître avec un étrange logo qui serait son blason militaire en 2036. Il va discuter en général de voyage temporel et ainsi révéler au public ses recherches en la matière. Notamment, une machine dont il va dévoiler les plans et en expliquer les fonctionnements. En janvier 2001, Time Traveler 0 va se révéler être un certain John Titor. John va poster des articles sur le BBS de la radio Coast to Coast. Il va ensuite donner une interview sur la dite radio. Le lien est en description. En fait, il a été ramené en 1975 afin de retrouver un ordinateur spécifique, un modèle IBM 5100, un ordinateur qu'il avait besoin afin de débugger des logiciels informatiques impactés par ce bug en 2036, en référence au bug du système Unix qui pourrait subvenir en l'an 2038. Il est assimilé d'ailleurs au fameux bug de l'an 2000. John expliquera qu'il a été choisi pour cette mission car son grand-père paternel était directement impliqué dans la conception et la programmation de cet IBM 5100. Il a d'ailleurs fourni quelques infos détaillées sur cet aspect, ce qui a mis tout de suite la puce à l'oreille des internautes, concluant que John était un informaticien aguerri. Aussi, il rapportait qu'il était en voyage dans les années 2000 afin de visiter sa famille, et pour faire ainsi quelques photos pour la mission. Sur les forums, il révéla également que les ovnis et les extraterrestres étaient des voyageurs du temps venant d'un lointain futur. Comme servi sur un plateau d'argent, John Titor ira même jusqu'à montrer des photos de la machine qu'il utilise et les plans de celle-ci, ainsi que son fonctionnement. D'après les messages retrouvés dans les archives, il déclara que la machine se trouvait à l'arrière d'une Chevrolet Corvette 1966, pour plus tard mentionner une 4x4. Bien que John parlait de mécanique quantique ainsi que des multimondes, il disait que sa timeline ne différait pas tant que ça de la nôtre. Via ces messages, John Titor mettait en garde ses interlocuteurs dans l'avènement d'une guerre civile aux USA qui démarrait en 2005 pour arriver à son apogée en 2008, en une guerre plus importante qui diviserait les USA en 5 États. Enfin, en 2015, la guerre civile arriverait à sa fin pour démarrer sur une 3e guerre mondiale que Titor nommerait le End Day. Je suppose un jeu de mots avec le End Day, donc le jour final. Il précisera aussi que Washington DC ainsi que Jacksonville, qui se trouve en Floride, seront touchés par la guerre et qu'après celle-ci, c'est le Nebraska qui deviendrait la nouvelle capitale des États-Unis. Seulement, John ne révéla pas les tenants et les aboutissants de cette 3e guerre mondiale. Mais il précisera tout de même que c'est en partie à cause des conflits frontaliers, ainsi qu'à une cause de surpopulation. Le conflit israélo-palestinien n'en serait pas la cause, mais une conséquence qui s'y rajouterait. Titor a aussi déclaré qu'en 2011, quand il avait 13 ans, il a rejoint une unité d'infanterie de fusils de chasse basée en Floride et appelée Fighting Diamondbacks pendant au moins 4 ans. Titor a également déclaré que le modèle Everett Wheeler de la physique quantique, plus connu sous le nom d'interprétation des nombreux mondes, était correct. Selon lui, son voyage dans le temps avait provoqué la formation d'une nouvelle ligne du temps, un petit peu comme dans Back to the Future 2 finalement, et que dans ce nouveau temps continu, les événements que Titor avait décrits se produiraient un peu différemment de ce qui était prévu dans sa ligne du temps à lui. Cette explication rendait donc ses prédictions non falsifiables.
Malgré tout, bon nombre d'internautes vont analyser ses écrits pour se rendre compte que rien ne colle dans les prédictions, tout du moins aux dates annoncées. En 2009, un rapport est établi par John Hoxton sur le site Webhoax Hunter, donc chasseur de canulars, et qui vient accuser Larry Haber, qui est avocat, et son frère Richard Haber, qui est un informaticien scientifique, de se cacher sous le pseudo de John Titor. John Hoxton rapportera aussi que John Titor est une marque enregistrée à l'United States Patent and Trademark Office. Le label Titor est désormais classifié comme abandonné. En 2018, Joseph Matheny, créateur d'une des premières théories du complot de l'histoire d'Internet, d'un ARG, jeu de réalité alternatif, a déclaré avoir travaillé pour ces inconnus qui ont mis au point la légende de John Titor. Il a déclaré qu'ils étaient intéressés par son travail sur Orange's Hat et qu'il désirait avoir son aide pour continuer à ficeler le scénario de John Titor. Bref, vous l'avez compris, une grande manipulation qui, à ce stade, n'est plus un jeu pour moi, mais une véritable manipulation sociale, comme le font les spécialistes de l'ingénierie sociale d'ailleurs. Dans le faux, il y a du vrai, dans le vrai, il y a du faux. Du moment que vous y placez un zeste de doute, le verre est dans la pomme et la pâte peut travailler toute seule. Mais si cette histoire est construite de toutes pièces, la suivante est authentique, elle se trouve même dans les archives de Paris. Elle vaut le détour, croyez-moi, et mérite surtout d'être dévoilée au plus grand nombre. Nous sommes en juin 1925, tout commence à Paris et plus précisément dans les jardins du Luxembourg. L'été approchant, il fait beau et chaud, et Jean Romier, on va l'appeler Jean, qui est étudiant en médecine, se balade dans l'un des plus beaux parcs de la capitale. Il vient tout juste de fêter ses 24 ans et il veut passer un bon moment. Jean a malgré tout pris le soin de prendre ses cours avec lui car il est passionné de médecine et c'est surtout un étudiant assidu. Il décide donc d'aller s'installer à l'écart des promeneurs afin de pouvoir réviser au calme. Il aperçoit un endroit retiré du parc, un banc installé à côté d'un arbre où est assis un vieil homme qui semble s'être assoupi et qui est vêtu d'une redingote, une sorte de long manteau qui d'ailleurs à cette époque est déjà démodé et que l'on voit à présent plutôt chez les gothiques ou chez Picsou à titre d'exemple. Le vieillard semble se réveiller et notre étudiant commence donc à discuter avec son voisin qui se présente sous le nom de Alphonse Berruyer, qui semble-t-il est un musicien, ce qui va d'ailleurs beaucoup intéresser Jean puisqu'il adore la musique de chambre, passion qu'il partage également avec son interlocuteur. Et ça tombe plutôt bien puisque Alphonse propose à notre jeune médecin de l'inviter chez lui le soir même à un concert privé en compagnie de ses amis et de sa famille. Le hasard fait décidément bien les choses. Le soir venu, Jean se rend donc à l'adresse que lui a donnée son nouvel ami Alphonse, et plus précisément dans un appartement situé au 3e étage dans la rue de Vaugirard. Alphonse, ravi de la présence de son invité, le présente tour à tour à sa femme, sa belle-sœur, ses 2 petits-fils André et Marcel, etc. C'était un appartement aux allures d'un autre âge, aux meubles démodés mais luxueux, le plafond est même doré. Le concert allait pouvoir commencer, au programme un quatuor de Mozart. Tout allait pour le mieux et Jean y était très bien accueilli, de la musique, du vin, Jean était aux anges. Après le concert, Jean va beaucoup échanger dans le fumoir et il va d'ailleurs y rencontrer un jeune séminariste qui va lui parler d'un lien étroit entre la musique et la spiritualité, très intéressant. La soirée passe tellement vite qu'il ne fait plus attention à l'heure qui avance et Jean se rend compte qu'il est déjà minuit passé, il doit malheureusement se lever tôt afin de ne pas arriver en retard à ses précieux cours de médecine. Il devait à tout prix prendre congé et s'en excusa. Jean remercia tous les invités et les musiciens présents ainsi que son hôte, le vieil Alphonse, à qui il serra la main. Malheureusement, une fois arrivé en bas, Jean se rend compte qu'il a oublié son briquet en or ciselé, un véritable bijou de famille puisqu'il lui a été offert la veille par ses parents. Jean hésita pourtant à retourner et déranger ses hôtes afin d'y récupérer son précieux. Il décida pourtant de se retaper les 3 étages et de sonner chez Monsieur Berruyer. 1 fois, 2 fois, sans succès. Il n'avait pourtant pas l'air d'être sourd, notre Alphonse. Jean réessaye encore une fois de sonner, en restant bien appuyé, et là c'est le voisin excédé par ce chahut nocturne qui ouvre la porte en lui demandant ce qu'il est venu faire. Jean lui répond par ailleurs que ce n'est pas chez lui qu'il sonnait, mais chez son voisin. Là le voisin se mit à rire en lui disant que M. Berruyer est mort depuis 20 ans. Ensuite, dans un excès de rage, celui-ci criera au voleur, tant il lui parut stupide et moqueur à cette heure de la nuit de faire du bruit. Le concierge montra Fissa pour voir ce qui se passe. Ensuite, un sergent de ville emmènera les 3 protagonistes au commissariat pour les interroger. L'agent de police demandera à Jean de s'identifier, ce qu'il fera sans pression et donnera même l'adresse de son père, alors médecin.
Jean décrira tout le déroulement de la soirée en lui proposant de décrire l'appartement dans lequel il était resté une partie de la nuit. Le sergent accepta et proposa une visite de celui-ci le lendemain en compagnie de son propriétaire. Rendez-vous pris avec M. Mauger dès le lendemain, qui affirme percevoir les loyers trimestriellement par des cousins de M. Brihuet. Lors de la visite de l'appartement, qui semble vidé et poussiéreux, Jean décrira chaque endroit dans chaque pièce devant les yeux ébahis des témoins présents qui confirment la véracité de ses dires. Et notre jeune docteur en devenir n'est pas au bout de ses surprises puisqu'il va s'arrêter net devant un tableau représentant le portrait d'Alphonse et d'un autre tableau représentant son petit-fils Marcel, alors étudiant en droit. Là encore, le propriétaire affirme alors avoir connu Marcel devenu avocat. Jean est très émotionné par ce qu'il découvre et il emmènera le sergent, le propriétaire et les autres témoins dans la pièce qui servait jadis de fumoir. Quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il découvre apposé sur le guéridon son briquet en or empli de poussière. Pour la petite histoire, sachez que cette affaire a été déposée aux archives de la préfecture de police, au registre de l'année 1925 pour le 6e arrondissement de Paris. Albert Einstein dira d'ailleurs plus tard de cette histoire que Jean a fait un bond dans le temps comme on se casse la figure dans un escalier. Mais des histoires c'est bien, mais des photos c'est mieux. Et restez jusqu'à la fin car j'ai un document inédit à vous montrer. Des anomalies dans diverses photos, il y en a pléthore, mais celles que je vais vous montrer ici font partie des plus étonnantes. Alors on verra qu'il y a parfois des explications bien sûr. On va commencer avec cette photo d'une famille plutôt rurale se relaxant à flanc de colline, avec au milieu de celle-ci un grand jeune homme aux cheveux longs, en short, et ce qui semble être un sweatshirt. On dirait qu'il sort des années 70, n'est-ce pas? Celle-ci m'intrigue plus particulièrement car il n'a pas de chapeau. C'est très rare de voir un homme sans chapeau pour l'époque. En plus avec des cheveux longs. Donc ici pas plus d'infos, mais c'est ça qui rajoute du mystère à celle-ci, j'adore. D'ailleurs cette formule fonctionne très bien dans la photo suivante, on l'appelle d'ailleurs le post-punk en raison évidente de sa crinière. Encore une fois, le seul homme à ne pas porter de chapeau sur cette photo, comme s'il voulait ostentatoirement montrer sa coupe d'Iroquois. Et justement, la coupe iroquoise existe depuis très longtemps chez les Indiens. En était-il conscient? C'est là aussi un excellent document qui est en total décalage avec son époque. Mystère, mystère. Alors la photo suivante, elle est plus connue, c'est celle du voyageur hipster, dénommé par la communauté en raison de son look. Une photo étonnante qui dénote totalement avec le code vestimentaire général des personnes qui l'entourent. Coupe moderne, lunettes de soleil stylées, t-shirt, appareil photo dernier cri, on se demande tout de suite ce que ce monsieur est venu faire là. Tout au plus, c'est un touriste qui est tombé dans un défilé de voitures. D'ailleurs, on verra que c'est un mariage vu le ruban qui entoure une des voitures. Là où c'est étrange, c'est que personne ne fait attention à lui. De plus, il est grand, il dépasse tout le monde, donc il est visible quand même. D'ailleurs, beaucoup de monde s'est posé la question à un éventuel montage Photoshop et il n'en est rien car j'ai retrouvé une photo prise d'un autre angle et regardez, on voit notre time traveler au loin quand je vous dis qu'il est grand. Bon, on risque de vous décevoir ici, il s'agit pourtant bien de quelqu'un comme vous et moi. Il porte en effet des lunettes de soleil style aviateur qui est à la mode à cette époque, comme on peut le voir sur ces photos. Sa coiffure de cheveux est tout sauf moderne, il s'agit bien d'une coupe homme des années 50. Quant au t-shirt, il s'agit plutôt d'un pull avec un M tiré de l'équipe de hockey canadienne, les Montréal Hockey Club. Son appareil photo, moderne, qui paraît miniaturisé pour l'époque, aurait été identifié comme un Kodak 35. Là on est moins sûr, mais c'est pas important. D'ailleurs l'ange de la bibliothèque m'a aidé car en cherchant des documents, je suis tombé sur ça. C'est une photo tirée d'un plateau de ciné allemand. Donc on voit bien ici un look standard pour l'époque. Et puis il y a ces photos que vous avez peut-être déjà aperçues sur les réseaux et qui font référence à des acteurs de ce monde, telle ici Greta Thunberg qui semble être une photo authentique, qui est très étonnante je dois dire. Et puis il y a des photomontages rigolos avec Poutine ici, là je pense qu'il s'agit de fake clairement. Et puis il y a surtout ici des images étonnantes de sosies entre guillemets d'acteurs, à moins que ce ne soit des itérations d'un même moulage fait à différentes époques. Et puisqu'on est dans le cinéma, dans une science-fiction constante, oserais-je dire, faites toujours appel à votre discernement. Ici, en faisant une recherche rapide, on tombe sur le document original. On peut très bien débunker sans être un zététicien qui n'accepte aucune réalité alternative. C'est juste un peu de bon sens. Et maintenant, laissez-moi vous inviter à la partie la plus intéressante selon moi, qui se porte sur la branche des mobiles, des GSM du passé. Tout a commencé avec la trouvaille de George Clark, qui est réalisateur justement. Clark va faire le buzz malgré lui en publiant une vidéo sur YouTube en expliquant sa découverte.
C'est sur une compilation DVD des films de Chaplin, très complète, dont il donne la référence d'ailleurs, où il découvre un bonus, un short de l'époque si vous voulez, où l'on voit au loin une femme qui passe dans un décor avec ce qui semble être un GSM, un mobile, un cellulaire si vous préférez, vous avez compris. Et là c'est la déferlante à la recherche, à l'analyse, aux rumeurs les plus folles, et d'ailleurs à ce jour aucune explication n'est plausible. D'ailleurs, cet événement va marquer les lecteurs du magazine Top Secret à tel point que j'ai proposé d'en parler dans un article que j'ai envoyé à Rock Soccer et qu'il a publié dans le numéro 77. D'après certaines analyses des lecteurs du magazine, nombreux vont avouer avoir un certain malaise en regardant en boucle le passage. À même ne pas y voir une femme mais un homme déguisé au vu de la taille des pieds. Alors vous me direz, dans cette qualité d'image, c'est compliqué à dire, mais bon. On est tous d'accord en tout cas sur une chose, cette personne est en train de parler. Seul. Il y a une théorie plus rationnelle qui venait d'expliquer que c'était un modèle de radio portable et que la personne pouvait, pourquoi pas, chantonner pendant l'écoute. Mais c'est peu probable. De plus, elle s'arrête de marcher tout en continuant de converser. Officiellement, Charlie Chaplin aurait laissé sa caméra tourner, comme une sorte de caméra cachée. Ouais. Alors faut dire qu'il avait bien les moyens de développer des minutes supplémentaires de bande magnétique. Ça, c'est pas un problème, mais tout de même. Pour reprendre ce que j'écrivais dans l'article, il faut regarder cette scène comme une image d'Épinal, donc un jeu de tarot. Vous en avez l'habitude à présent, je suis adepte du diable qui se cache dans les détails. Avez-vous remarqué dans le décor le zèbre à l'avant-plan ? On le voit que lui d'ailleurs. Eh bien dans une revue traitant de l'horoscope, j'ai lu ceci. Le zèbre en Afrique est un symbole d'invisibilité. En effet, les prédateurs ont du mal à le discerner lorsqu'ils sont en troupeau, ce qui brouille les pistes pour ne pas servir de plat principal. D'une autre part, il est également symbolisé par la communication. Le GSM, la communication, ça devient de plus en plus clair si je puis dire. Mais qu'a voulu nous dire Chaplin ? Encore une fois, j'ai du mal avec le hasard. Il se pourrait bien que l'acteur initié nous ait laissé un message caché en héritage. Une mise en scène qui sort de la fiction. Que dire de ces documents photos ici où on voit un homme qui semble tenir à son tour un téléphone ? Difficile à dire, je l'admets, mais c'est intriguant, vous avouerez. Alors je veux bien qu'on ait besoin de se gratter l'oreille, le doute est permis, mais il y a bien plus cocasse que ça. À la finale de la Coupe du Monde, le 17 juin 1962 au Brésil, on aperçoit une femme tenir un étrange appareil qui ressemble à une tablette. Ou encore dans ce match de Mike Tyson, quelqu'un semble faire des photos avec un smartphone. Quid de ce type qui semble regarder son écran en plein milieu de la plage ? C'est une scène dont nous avons l'habitude de voir aujourd'hui, sauf qu'ici, c'est dans les années 50. Et John Wayne, qui tient lui aussi un appareil tech dans Fort Apache, voyons. Ou encore ce tableau où la demoiselle regarde également ce qui semble être un écran. Difficile à dire pour celui-ci, j'avoue, mais peut-être une bible, une photo, je ne sais pas. Et si on débunkait tout ça ? Pour le gars sur la plage, il pourrait s'atteler à faire une cigarette, sans certitude, mais c'est fort probable. Je suppose qu'à l'époque, il n'était pas interdit de fumer à la plage. Pour le photographe durant le match de Tyson, il s'agirait d'un appareil photo digital de marque Casio, le QV100, ou un Logitech, le modèle Photoman. Pour la photo de la finale de la Coupe du Monde, il s'agirait tout simplement d'une caméra box, sauf que j'ai pas trouvé le modèle, puisque, en fait, personne ne l'a trouvé non plus. Donc là, c'est bien de débunker, mais soyons précis quand même. Alors à ce stade de la vidéo, vous allez me dire « Mais pourquoi est-ce que tu débunkes, Alexis ? C'est pas ton genre ?» Bien sûr, mais pour la fin, je vous ai préparé 2 documents qui sont au moins du niveau de la séquence de Chaplin. Dans le premier document, ici à la sortie d'une usine, on voit une femme tenir à son oreille, encore. Et là on voit bien un boîtier sombre qui a du volume. Elle le garde précieusement dans la main tout le long. Elle semble heureuse de pouvoir sortir enfin du boulot avec son nouveau joujou. Et depuis que la vidéo a été publiée sur le net, il y a du neuf et pas des moindres. Puisqu'un commentaire a été laissé sous la vidéo par un certain Planet Check en disant qu'il s'agissait bien d'un téléphone sans fil développé par le géant Dupont. Ainsi, cette femme sort de l'usine qui se trouve à Leominster, dans le Massachusetts. Il décrit la dame comme étant sa grand-mère, qui sur la photo a 17 ans et qui se prénommait Gertrude. Elle ainsi que 5 autres collègues, je présume sur la photo, ont reçu en prêt ce téléphone mobile afin de le tester pendant une semaine. Elle est en train de téléphoner à l'un des scientifiques qui passe sur sa droite. En fait, la photo du monsieur que je vous ai présenté plus tôt aurait été prise 2 ans avant cette scène, ce qui pourrait fortement être là une preuve d'appareil sans fil, en circulation et en expérimentation. Au final, ce qui est fou, c'est que les gens ont l'air de complètement s'en foutre. Donc est-ce que ça pourrait expliquer aussi que le film de Chaplin, 10 ans plus tôt, soit la capture d'une dame en train de tenir un objet tech prototype ? Par contre, pour le document suivant, qui se déroule plus de 30 ans avant, vous allez voir que c'est relativement troublant.
C'est un document totalement inédit que je vous propose. Alors pas tout à fait, car c'est tiré d'un reportage de la maison Pathé, qui filme à l'exposition universelle de Paris en 1900. En cherchant, je vous l'ai dit plus tôt, on finit toujours par trouver. Il suffit de porter son regard là où on ne s'y attend pas. Donc c'est ici une scène banale où les gens déambulent dans l'exposition, et puis ce qui semble être un policier, qui lui tient aussi un étrange objet sombre, volumineux. On voit bien sa main tenir l'objet, exactement comme la femme auparavant. De plus, il semble être ennuyé à l'idée d'être filmé et s'empresse de cacher son appareil. Alors autre chose troublante, je ne sais pas si vous l'avez vu, lorsqu'il veut le mettre dans sa poche, l'objet semble disparaître, comme par enchantement. Pour moi, là, c'est clair qu'il y a une anachronie totale. En 1900, un GSM, un prototype de GSM sans film me semble être peu probable. Alors vous me direz, mais oui, mais bon, les antennes, tout ça, bah oui, mais bon, c'était une autre technologie, je présume, hein, peut-être pas cellulaire pour autant. Il faut en tout cas bien vous dire un truc, je l'avais déjà traité dans un live il y a bien longtemps, c'est que tous les objets technologiques que l'on croit modernes, en fait, existent déjà depuis bien plus longtemps que ça. Rien n'est inventé, tout est un juste retour. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. Le voyage dans le temps est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Alors bien que moi je suis réservé sur le fait qu'on puisse voyager dans le temps dans la forme que l'on connaît, hein, la forme physique, parce que pour moi le temps n'existe tout simplement pas. J'en ferai d'ailleurs une vidéo un de ces jours. C'est très intéressant, j'ai beaucoup de choses à vous dire aussi à ce niveau-là. Donc je pense que le voyage dans le temps alors ne se fera pas de la même manière qu'on le pense, pas physiquement, donc plus spirituellement, dans une autre fréquence, etc. Un petit peu finalement comme les personnes qui passent de l'autre côté, hein, où on peut communiquer avec, ou en tout cas avec la trace qu'elles ont laissée ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire les sujets que vous aimeriez que je couvre, éventuellement dans d'autres émissions. Voilà, il y a beaucoup de sujets à traiter. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur Enigma Mundi. Au revoir.